Ladies and gentlemen, boys and girls, hello, bonjour à tous, bienvenue dans Lunchtime, ravi d'être de nouveau avec vous à l'heure du déjeuner ici sur beIN Sport, une heure de convivialité autour du sport, vous le savez, et autour d'un invité qui est avec nous sur le canapé aujourd'hui. Eh bien, c'est un homme d'affaires, c'est un écrivain aussi, c'est aussi le président du club de rugby de Montpellier, Moed Altrad. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue chez nous. Tout va bien, président? Je vous appelle président? Oh, vous m'appelez Moed, président, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien appeler président. Ça. Président, c'est très bien. Alors, président, deuxième top 14 après 11 journées avec Montpellier. On est plutôt ex-aequo avec leader ex-aequo, plutôt. Oui, oui. Vous savez, le goal average compte pas à ce stade beaucoup. À la fin du championnat, le goal average ne compte pas. Il y a le goal average particulier, c'est-à-dire lorsque vous recevez la même équipe qui est à égalité éventuellement avec vous, le match aller-retour, c'est ça qui va compter. Donc la saison a plutôt commence bien réussi. Commence bien, c'est historique pour nous, c'est jamais arrivé à Montpellier, c'est nouveau depuis 3 ans, on progresse. Donc vous progressez très très bien, on va continuer à parler rugby évidemment tout au long de l'émission. Mais d'abord pour ceux qui vous connaissent pas, un petit mot sur votre parcours parce que il y a des choses extraordinaires à raconter de votre vie. Déjà, il y a cette histoire de ne pas connaître sa date de naissance. Oui, vous savez, je suis quelqu'un de miraculé. Pourquoi? Parce que logiquement, je dois avoir aucune chance d'être en face de vous aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Parce que je suis né dans ce désert syrien qui est 5-6 fois la superficie de la France. Et voilà, et j'ai jamais été dans une école finalement une année complète, c'était des morceaux d'années. Et ben voilà, lorsque vous êtes né dans le désert, il n'y a pas vous n'êtes pas stabilisé, vous n'êtes pas presque civilisé, donc vous vivez comme ça dans une vie nomade, une vie primitive pratiquement. Oui. Donc sous une tente alors vous êtes sous une tente alors qu'on plie voilà lorsqu'on voyage qu'on déplie pour monter provisoirement et puis c'est comme ça toute la vie quoi. Wow. Et vous êtes élevé par votre grand-mère, c'est ça? Voilà, donc ma mère est morte très très tôt quoi, j'avais quelques années et mon père en fait ne m'a jamais reconnu, s'intéressait pas à moi et j'étais élevé par une grand-mère qui elle à l'époque, considérait que l'école était faite pour les feignants, pour les gens qui ne doivent pas... alors, la vraie vie, pour elle, c'était être berger, avoir des motos, avoir des chèvres, avoir des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait des bouts de scolarité, et c'est comme ça, en fait, je ne connais pas ma date de naissance. Alors, c'est un vrai problème en Occident, comme vous le savez. Oui, bien sûr. En France, on est né à Montpellier, rue de la Gare, à tel numéro, à telle heure, à telle seconde, à telle minute. Et c'est pas mon cas. Comment vous avez résolu ça alors? Eh ben c'est pas résolu réellement. Donc j'ai essayé de trouver par recoupement avec l'état civil, d'abord syrien, beaucoup plus tard, lorsque je suis venu avant de venir en France. Et il fallait trouver une date de naissance finalement. Et on est tombé sur plusieurs dates de naissance. La première, c'était 1955. D'accord. Mais ça collait pas parce que lorsque vous passez par votre brevet à un certain moment, il faut avoir un minimum d'âge, quoi. Oui. Mais j'étais un génie parce que j'étais très petit et très jeune pour avoir. Ensuite, on a allongé ça pour faire 1951. On a vieilli un peu. Oui. Et finalement, on a choisi 1948. Donc ça c'est des années. Alors quand toujours ça n'intéressait personne, le mois encore moins. Vous voyez donc et l'heure c'est vraiment superficiel. Sacrée histoire ça. Voilà. Quand vous êtes allé à l'école, c'était dans une ville qui s'appelle Raqqa, c'est ça? Raqqa c'est une des villes là, des ces images-là de ah oui, la ville. C'est ça Raqqa. Aujourd'hui, autrefois c'était beaucoup plus petit que ça et c'était une ville de désert syrien. Et c'était une ville autrefois, vous savez, un des califes du monde arabe s'appelle Haroun al-Rachid. Et al-Rachid, il trouvait son bonheur dans cette ville-là, mais de ça, il y a plusieurs siècles en arrière. Et après, c'est devenu une ville. Aujourd'hui, c'est une agglomération assez importante. Et bien sûr, les élèves de Raqqa, on les appelle les racailles. Normal. Donc ça c'est fait. Je crois pas. En 1969, vous venez en France. Je suis venu en France. J'avais beaucoup de chance d'avoir une bourse de gouvernement syrien. Et vous savez, en Syrie, jusqu'à présent, c'est un pays gouverné par l'armée, en quelque sorte. Oui.
tous les ministres à l'époque, je crois que même aujourd'hui, étaient des généraux de l'armée syrienne. Et le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, c'était un général de l'armée. Et ce garçon, il était à la recherche d'une bonne communication. Donc il n'a pas trouvé mieux que de dire, le premier de chaque département de Syrie, il y en a 12, l'équivalent de département français, il y en a 12, ici il y en a 90, eh bien, il lui donnait une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Et j'étais le seul bédouin dans les 12 garçons et filles. Et ça faisait bien de vous envoyer. Ben oui, c'était bien. Alors il me demandait qu'est-ce que tu veux faire. Je lui ai dit je voulais faire pilote de chasse. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. J'étais élevé, c'est l'armée, c'est tout ça. Et finalement il me donne une bourse, il me donne un passeport pour aller à Kiev. Et Kiev, pourquoi? Parce que Kiev c'est l'Union soviétique d'autrefois. Et Kiev c'était les académies militaires. Et j'avais tout ça 2 jours avant et on m'explique que c'est pas possible à Kiev parce qu'il n'y a plus de place à l'université, à l'académie militaire de Kiev. Et alors, je dis, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Et ils m'ont dit, écoute, tu as 3 possibilités. Faire professeur à l'université d'Alep, aller au Caire faire médecine, ou alors, encore mieux, tu vas aller en France, tu verras bien ce que tu vas faire. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Montpellier. Dans l'Hérault, donc 69, année érotique. Érotique, absolument. Très bien. Donc depuis toute une histoire, vous devenez homme d'affaires, vous avez construit une société très grande. Aujourd'hui, vous avez 80 filiales à peu près à travers le monde. Disons une centaine. Centaine parce que ça évolue. C'est un groupe qui est très intéressant, qui est leader mondial dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les échafaudages, les bétonnières, les barrières de circulation que vous trouvez dans toutes les rues de France. Et vous avez fait un sacré succès de cette société. Vous êtes milliardaire aujourd'hui. Vous êtes milliardaire. Je ne sais pas. Vous êtes peut-être le premier milliardaire dans Lunchtime. Depuis le temps qu'on attendait ça. Mais vous êtes pas que homme d'affaires, pas que président de Montpellier, on va en parler tout à l'heure, aussi écrivain, avec 3 livres. Dans le premier, Badawi, aujourd'hui, on le lit à l'école en France. Eh bien, c'est le premier. C'est extraordinaire aussi. C'est le premier roman que j'ai fait, qui est un roman autobiographique. Vous savez, il y a un style dans la littérature française qui s'appelle le style autobiographique. Oui. J'ai écrit ça, et il a été publié dans une maison prestigieuse qui s'appelle Actes Sud en 2002. Et l'année passée, l'Éducation nationale s'est intéressée à ce roman pour être une lecture conseillée dans les classes de seconde. Première et seconde professionnelle partout en France. Ça fait quelque chose, non, de savoir que les élèves en France lisent votre Donc, histoire. l'Éducation nationale m'a demandé d'aller dans plusieurs lycées et de collèges. Je suis allé et c'était très drôle pour eux. Les livres conseillés comme ça, les écrivains, c'est des gens qui sont morts finalement. Je dis, vous avez un type qui n'est pas mort, qui est en face de vous. Ça c'est bien ça. On va parler de littérature, de rugby, de tout ce que vous voulez dans quelques instants sur le plateau de Lunchtime. Tout de suite après, le Be & Zap. Et oui, ça se passe comme ça tous les jours sur Be & Sport. Voilà, nous sommes en direct sur le plateau de Lunchtime. C'est le 310e jour de l'année. En fait, les Bertis aujourd'hui. Donc, bisous à toutes les Bertis que nous connaissons avec Moed Altrad, le président du club de rugby de Montpellier. Deuxième, leader ex aequo, pour être plus exact. Et vous y tenez, c'est normal. C'est normal, on vient de parler de vos livres, on va parler de votre passion pour le sport dans quelques instants. En face de vous, Marie Portolano, qui s'occupe des news, évidemment, juste avant 12h30. Et elle s'occupe de tous ceux qui nous regardent, les 3,5 millions de personnes qui regardent Lunchtime tous les jours, et on vous remercie. Sur Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Eh oui. Alors, sur Twitter, eh bien oui, évidemment, #Lunchtime sur Twitter, sur les réseaux sociaux, pour poser vos questions à notre invité du jour. Et ça y est, depuis que vous êtes arrivé sur ce plateau, Monsieur Altrad, il y a beaucoup de questions qui concernent évidemment le top 14. Alors, première question pour vous, à quand le top 14 sur Beansport? Ah, les abonnés, ils veulent savoir. Oui, écoutez, c'est un vrai sujet qui est en discussion depuis pas mal de mois entre les présidents de top 14. Avec la Ligue, la Fédération, comme vous savez, c'est un sujet assez complexe. Il y a un contrat qui est signé avec Canal+, qui dure toute la saison en cours. Mais on a une échéance qui est le mois de décembre,
où on doit dénoncer ou continuer le contrat. Et on est parti, si vous voulez, pour ouvrir ce marché de droits de télévision à des acteurs comme vous-même qui pourraient utilement diffuser les images de Top 14 et le valoriser. En un mot? Je pense, si vous voulez, l'idéal, ça c'est mon point de vue, que je fais savoir aux uns et aux autres, les gens qui sont intéressés, au comité qui a vocation à traiter ce sujet-là, c'est d'ouvrir, d'avoir un système de pluralité et avoir le maximum de canaux qui véhiculent les images de rugby. C'est comme ça qu'on valorise, comme dans le football, c'est comme ça qu'on valorise le rugby. N'oubliez pas que le rugby a été confidentiel il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un engouement assez intéressant. Mais à mon sens et à mon goût, c'est pas assez encore. Donc il faudra ouvrir ça au maximum pour plus de visibilité, plus de téléspectateurs. J'entends un message positif là pour les abonnés de Exactement, c'est ce qui se demande les abonnés de BeIN Sport. Affaire à suivre, évidemment. Vous savez qu'on a déjà le rugby à 13, la Coupe du Monde en ce moment qui se joue sur nos antennes. Et les matchs internationaux ce week-end aussi à suivre. On va en parler toute cette semaine dans Lunchtime. Mais pour l'instant, tout en se disant que tout à l'heure, il y aura Dedo qui va parler cinéma. Et Fabien Barthez vient d'arriver aussi. Il sera sur ce plateau dans quelques instants. Il est en train de se balader dans la rédaction. Champion du monde qui arrive dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler sport avec vous. Et oui, ça se passe comme ça aussi sur BeIN Sport. Il y a des champions du monde qui se baladent dans les couloirs. Ils sont perdus ou... Parfois ils se perdent, parfois ils ont juste envie de venir boire un petit café comme ça et on les invite sur le plateau, évidemment, avec grand plaisir. Donc vous et le sport, déjà petit, donc sous la tente, il n'y a pas la télé, donc pour regarder. Vous n'avez pas cette culture sport qu'a un enfant en France aujourd'hui, par exemple? Vous savez, déjà, dans la culture arabe, le sport n'est pas quelque chose de culture orientale, notamment arabe, musulmane. Le sport, ce n'est pas quelque chose qu'il faut favoriser. Déjà, la moitié de la population n'avait pas, d'après le Coran, la possibilité, notamment ce sont les femmes, de faire du sport. Donc déjà, vous éliminez 50% de la population, voire plus. Et pour le reste, si vous voulez, donc c'est votre mère qui n'a pas le droit de faire du sport, elle ne va pas vous initier au sport. Ah oui, mais c'est aussi les moyens techniques, avoir des stades, avoir des ballons, avoir des choses comme ça. Donc on ne fait pas du sport. Donc moi, lorsque je suis arrivé en France, j'ai vu les images de foot pour la première fois à la télévision ici en France, dans les années 70. Ah oui, carrément. Oui, absolument, oui. Un premier icône sport pour vous, c'est Mohamed Ali? Mohamed Ali, oui, c'est quelqu'un qui m'a fasciné parce que par son histoire, par sa personnalité, par son charisme, mais surtout aussi par son talent. Il a fourni des combats, il livrait des combats extraordinaires. Vous vous souvenez d'avoir regardé ces combats à la télé? Bon, moi, je me rappelle, je me levais à 4h, à 3h du matin, à des heures impossibles. Donc, je réveillais toute la famille. J'étais encore étudiant, marié. Ah oui. Et je réveillais toute la famille parce que nécessairement, je réveillais tout le monde pour regarder Mohamed Ali. Mais je prenais ce risque-là pour regarder. Un événement que vous avez vécu en direct, c'était la Coupe du Monde de rugby en 2011. Vous étiez en Nouvelle-Zélande pour ça? Non, je n'ai pas été en Nouvelle-Zélande. Vous n'êtes pas allé sur place? Malheureusement, c'était la première année où je m'intéresse au rugby et j'achète un club de rugby qui s'appelle le Montpellier Hero Rugby, que vous avez mentionné. Et c'est ma prise de contact, si vous voulez, avec l'univers du rugby. Voilà, et c'est un événement qui m'a réellement marqué. Là, on est très gentil de vous montrer cette victoire de l'équipe de France sur l'Angleterre. Évidemment, ça me fait extrêmement mal. Ouais, le patron aime pas C'était le quart de finale, 12-19. La France a gagné avec des essais de Vincent Clerc et de Médard. Et c'était très beau. Mais justement, Monsieur Altrad, vous disiez que vous n'aviez pas du tout accès au sport quand vous étiez petit. Alors, qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'amour pour le sport? Est-ce que justement c'est une manière de conjurer le sort? Il y a plusieurs étapes, si vous voulez, dans la vie. Vous savez, quels que soient les âges, on découvre des vocations qu'on ne connaît pas chez soi, peut-être aussi chez les autres. Donc c'est quelque chose qui m'a fasciné lorsque j'ai vu ça. Et j'ai réalisé que j'ai perdu beaucoup de temps finalement dans ma vie avant de m'intéresser à quelque chose qui est vraiment fait partie de la vie. Là, vous vous rattrapez bien avec Montpellier, être président d'un club de rugby, vous avez des frissons tous les week-ends. Est-ce que vous avez des frissons lorsque vous regardiez la finale de la Coupe du Monde en 2011 alors? Mais bien sûr, je me sentais en tant qu'acteur, si vous voulez, mais inhibé parce que j'avais pas la possibilité d'agir, mais j'avais pas les moyens non plus d'agir. L'équipe de France qui aurait mérité de gagner cette finale, non? Oui,
savez, à un point, c'est frustrant, quoi. Ils étaient tout proches, quoi. C'était extraordinaire, cette finale. 8-7 pour les All Blacks. Tellement serré. Avec une pénalité de 30 ducs de 40 mètres qui transforme pas. De Montpellier. Oui, qui transforme pas, malheureusement. Eh oui. And the French captain has scored. Eh oui, Thierry Dussautois. Ce match extraordinaire, mais malheureusement, qui termine en défaite, parce que je vous rappelle que l'équipe de France n'a jamais gagné la Coupe du Monde de rugby. Non. Je vous la rappelle comme ça, en tant qu'Anglais. Mais on va plutôt loin, c'est pas mal. Vous êtes, c'était la troisième finale, non? On a été finaliste plusieurs fois, oui. La prochaine finale, c'est chez moi. Donc, good luck pour 2015, les amis. Je vous chambre un petit peu, mais c'est normal. On va parler de un mot de football, parce qu'un autre icône pour vous, c'est Zinedine Zidane. Oui. Ben, Zidane, si vous voulez, c'est le... Vous savez, si vous prenez la société française, vous avez 40% d'émigrés pratiquement. J'en fais partie, mes enfants, par délégation, font partie. Donc c'est lui qui... l'émigré, c'est celui qui s'intègre dans un pays, qui l'a accueilli, qui l'a aidé à réussir. Moi, j'ai été fabriqué en France, donc vous connaissez mon histoire, on vient d'en parler. Oui. Donc, ce que j'ai fait en France, j'avais aucune chance, j'ai aucune chance de le faire chez moi. Oui. Donc, autant rendre hommage à ce pays. Et quelqu'un comme Zidane a rendu hommage à ce pays. Moi, j'essaie de le faire à ma manière, vous savez, à travers les affaires, à travers mon groupe industriel, qui est un groupe leader mondial dans son secteur. Mais c'est aussi à travers le rugby, mais je fais récent, il me faut un peu plus de temps pour gagner des trophées. On disait tout à l'heure, on a un champion du monde qui connaît très bien Zinedine Zidane. C'est Fabien Barthez, il a qu'à venir maintenant, tiens. Salut Fabien. Fabien. Ouais. Vous en avez marre, non? C'était le bon vieux temps. C'est clair, on en parle encore, vous voyez comme quoi vous avez vraiment... On est ravis de voir Fabien Barthez avec nous aujourd'hui. Vous connaissiez pas en fait, hein, vous êtes... On s'est croisés dans les lages. Après, on se connaît de... Vous vous êtes rencontrés devant une maquilleuse en fait tout à l'heure. Et Fabien, je le connaissais à travers la télévision, à travers la Coupe du Monde de 98, à travers ses réalisations, son histoire. C'est quelqu'un d'extrêmement marquant. Fabien, champion du monde, champion d'Europe et fils d'un joueur de rugby. Oui. Qui était le numéro 9 de Narbonne. 10. 10 de Narbonne. Ouais. Et même Fabien, il m'expliquait tout à l'heure qu'il a cherché à être numéro 10 avant d'être infecté par le virus du football. Je faisais les deux dans notre petit département, dans l'Ariège, on pouvait faire les deux. Donc c'était le samedi foot et le dimanche au rugby, quoi. Mais c'est vrai qu'on était dans les pas du paternel. Et vous aussi, vous étiez ouvreur à numéro 10 comme papa? À l'ouverture. Ouais, à l'ouverture. Mon père a fait 6 ans à Narbonne, à l'époque des Mazos, Spanghero, Sutran. Belle époque. Ouais, belle époque, ouais. Vous auriez pu être professionnel en rugby? Ouais, je pense que je m'en serais sorti. Ah ouais. Je pense que j'aurais pu faire un petit truc, je sais pas... j'aurais pu faire une petite carrière sympa. Vous avez bien fait de choisir le football parce que l'équipe de France n'est jamais championne du monde de rugby. Alors que en foot. Est-ce que... C'est anglais. On est comme ça, les clair. Anglais. Hein. Bon, on va parler de Manchester United dans quelques instants avec Fabien Barthez, mais juste un mot parce que, évidemment, si Fabien a déjà été champion du monde, champion d'Europe, champion d'Angleterre, champion de France au foot, et maintenant il est champion de France dans un autre sport, derrière le volant d'une voiture. C'est les GT, c'est ça? C'est du GT, c'est du grand tourisme. C'est du grand tourisme. Ouais, du GT3. Pour les gens qui ne connaissent rien à ce sport. Voilà, vous avez la voiture là. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un peu comme le rallye? Non, pas du tout, c'est du circuit. Ouais, c'est du circuit. Ouais, ça reste du circuit. Le rallye me plaît beaucoup, mais ça reste quand même dangereux. Là, on va dire, on a des issues de secours quelque part. Ouais. Donc non, c'est une énorme passion. Le sport auto, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué et surtout, ça s'est vraiment approfondi lors de mes 5 années sur Monaco où j'étais vraiment sur place pour le Grand Prix. Ça me plaisait déjà. Bon, on aime bien les bagnoles, nous les garçons. Moi aussi, j'aime bien. Oui, c'est nos jouets. Oui. Toi aussi? J'aime bien le foot et les voitures. Voilà. Et le rugby. C'est un garçon manqué. Et le rugby. Donc ça reste du GT3, on va dire. C'est la discipline phare en caisse fermée en France. Et après, le ton au-dessus, c'est le GT2. C'est là avec lesquels on fait, ça sera la même voiture.
une 458 avec laquelle je suis en train de finaliser les 24 heures du Mans pour la saison prochaine. Ah oui, ça y est. On est presque au bout, donc c'est... Pour l'année prochaine alors. Pour l'an prochain, ouais, pour 2014. C'est le prochain défi de Fabien Donc, c'est Barthez. le prochain défi, ouais. Bon ça. Préparer voilà, le championnat, les 24 heures du Mans, vous avez le Le Mans série, Oui. où vous avez 5 courses dans toute l'Europe, de 4 heures, plus les 24 heures du Mans. Donc vous êtes prêt là pour faire un 24 heures? Donc voilà, ça y est, Ouais. ça fait 5 ans que je suis là-dedans, que je pilote. Donc on va dire maintenant, voilà, on va dire je suis rentré dans le milieu, quoi, en tant que pilote, et c'est ce dont j'avais besoin, quoi. Bah, champion quand même. Hein. Bah oui, champion de France, félicitations, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez eu du mal justement à être dans un premier temps? Est-ce que les gens acceptaient vous facilement? J'étais comme bien pilote? reçu dans le milieu. Ouais, j'étais vraiment bien reçu. Bon, et puis c'était à moi de m'adapter, c'était pas aux autres, quoi, évidemment. Donc je rentrais dans ce milieu, donc je suis rentré là-dedans, voilà, tranquillement. J'ai découvert. Ce qui me dérangeait un petit peu, c'était Barthez, un peu le VIP. Je déteste ce mot en plus. Oui, je sais. C'est un truc qui m'insupporte. Voilà, qui vient faire son petit tour de voiture et qui repart, alors qu'au fond de moi, c'était pour aller beaucoup plus loin et essayer d'arriver à ces 24 heures. Et dans le circuit, on dit justement que vous êtes arrivé avec beaucoup d'humilité. C'est ce qu'on m'a raconté. Je pense que c'est ce que j'ai connu pendant 20 ans à travers le football, qui m'a permis de rencontrer de grands sportifs de très haut niveau. Donc il y en a eu dans le football, il y en a eu dans le rugby, il y en a eu dans le sport auto, et on va dire l'humilité reste on va dire, l'atout essentiel d'un sportif de haut niveau, quoi. Est-ce que vous êtes passion, toujours... humilité, et on va dire derrière, normalement il y a tout qui suit, quoi. C'est génial d'avoir trouvé une nouvelle passion. Est-ce que vous avez toujours cette passion pour le foot? Est-ce que vous regardez beaucoup de matchs ou pas? Mais le foot, on va dire, c'est à vie, quoi. On va dire, on partira sous terre, avec un ballon rond. Ça, voilà, ça je l'ai en moi. Et puis c'est ce que je connais de mieux. Oui. C'est ce que je maîtrise du mieux possible. Mais bon, vu que le fonds de commerce est cuit, quoi, comme on dit. Et parmi on a cette photo évidemment de la finale de la Coupe du Monde parce que c'était l'apothéose de la carrière. Non. Forcément au Stade de France, j'ai eu la chance d'y être. Quand vous faites un match extraordinaire contre le Brésil. C'était pas mal, ouais. Ça ne s'oubliera jamais, Fabien, vous le savez très bien. Est-ce que vous avez encore des contacts réguliers avec les anciens partenaires, pas seulement l'équipe de France, mais dans vos clubs? Vous voyez souvent ou est-ce que c'est... Non, vous savez, après chacun a sa vie, chacun fait son petit bonhomme de chemin, mais on va dire vraiment le gros point fort, c'est quand on se voit, on a ce sentiment de s'être quitté il y a 15 jours, quoi, même si on ne se voit pas d'un an ou 2 ans. Oui. Voilà, après c'est vrai que je suis souvent avec Laurent, Laurent, Dugas, Lisa, c'est bon, voilà, après... Mais on va dire, on sait, on n'a pas besoin de s'appeler, on n'a pas besoin de... On a ce truc qui fait que, voilà, on sait qu'on est là, qu'on voit, chacun sait ce qu'il fait. Et on va dire, c'est humainement tout ce qu'on a vécu pendant 10-15 ans ensemble. Donc voilà, on le retrouve dans notre quotidien et on va dire, c'est quelque part, c'est ma petite fierté, quoi. C'est une grande fierté même, quand même. Parce que je suis un peu fier de ça parce que pour moi c'est le plus important, c'est ces aventures humaines, quoi, qui vous procurent, que vous trouvez à travers le sport ou ailleurs, à travers l'entreprise ou quoi. Oui. Une fois c'est fini, même quand on se revoit, voilà, tout reste naturel, tout reste comme avant. Et c'est ce que les supporters avaient senti aussi, qu'il y avait un âme dans ce groupe, il y avait une solidarité entre vous. Une énorme solidarité, il y avait beaucoup de respect, et puis le respect de la hiérarchie, quoi. Parce que c'est un truc que je trouve qui se perd un petit peu. Et puis bon, les valeurs, les bases, enfin. Et après les valeurs se perdent aujourd'hui un petit peu. On va dire la passion. J'ai le sentiment que la passion du football ou du sport tout court se modifie et se perd un peu. On en parlait tout à l'heure là-haut par rapport à notre discussion par rapport aux joueurs de rugby. Mais il faut arriver à garder parce que je considère que c'est cette passion et ce plaisir avant le reste, on va dire,
Voilà, il y a l'argent qui est au milieu, c'est un fait, c'est normal, mais ça, moi, que les gars prennent de l'argent, c'est très bien, et je suis très, très content pour eux. Mais on va dire, je trouve que le moteur devient l'argent. Et vous êtes bien placé en passant. C'est plus la passion. À Clairefontaine avec Laurent Blanc, justement, avec l'équipe de France, vous étiez au contact régulier avec les joueurs. Vous commencez à sentir ça un petit peu dans le rugby? Si vous voulez, ce qu'on discutait avant avec Fabien tout à l'heure, donc dans le rugby, on parle de valeurs de rugby, etc. Oui, etc. beaucoup. Mais c'est vrai que ça existe, si vous voulez, mais ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a l'aspect matériel, l'argent, pour parler clairement, qui prend une place primordiale. Donc, d'après moi, il y a une espèce d'hypocrisie, si vous voulez. L'attachement qu'on peut avoir à quelqu'un, à un club, à un lieu, à un endroit, à quelque chose, à une ville. Et en fait, et avant, c'était très important. C'était le numéro 1 comme attachement. Oui. Aujourd'hui, d'après moi, c'est devenu quelque chose qui est là. Mais en fait, il faut que l'aspect matériel soit satisfait, sinon ça marche pas, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Rebondir, c'est quelque chose que Fabien disait, qui est la différence entre l'entreprise et le sport. Il parlait de passion. Oui. La passion, c'est une forme d'explosion à un moment donné et un attachement très profond, viscéral à quelque chose qui s'appelle le sport. C'est quelque chose d'immatériel, d'incorporel qu'ils ont, qu'on ne trouve pas dans l'entreprise. J'ai créé mon groupe il y a 30 ans. J'ai jamais explosé un matin parce qu'il y a un résultat économique, ça n'existe pas. Mais eux, ils explosent chaque fois, ils marquent quelque chose. Voilà, ils gagnent la Coupe du Monde. Il n'y a pas de chant dans les usines. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas ça. Et c'est dommage d'ailleurs, ça devrait être ça. Trouver cet esprit-là. De retour sur le plateau de Lunchtime avec Moed Altrad, président de rugby de Montpellier, avec Fabien Barthez, champion de France de GT. J'étais pas là, mais... Ça te met un jour, Et Marie Portola est toujours là, évidemment, avec toute sa fraîcheur et ses qualités. Et puis à côté de Marie, Dedo vient d'arriver, il va faire son cinéma dans quelques instants. Mais d'abord, encore une question sur Twitter pour notre... Exactement, une question pour vous. Fulgence Ouedraogo et François Trinduc sont-ils montpelliérains la saison prochaine? C'est deux jeunes talents qu'on a formés depuis très jeunes et sont avec nous depuis toujours. C'est nos cadres de l'équipe, donc on compte beaucoup sur eux et sont très sollicités. Et c'est normal, et on a parlé de l'aspect matériel dans ce genre de sport, et notamment dans le rugby. Eh bien, on compte beaucoup sur eux. Donc, ceci dit, ils sont libres de leur choix. Ils sont à un tournant de leur âge, c'est-à-dire 27 ans chacun, l'un et l'autre. Donc, la question se pose pour eux, est-ce que je dois continuer encore pour une aventure qui dure 3 ans? Vous voulez les conserver? Mais bien sûr, bien sûr. D'accord. Et ou aller m'exposer, prendre un risque ailleurs dans des clubs aussi importants que Montpellier. Ah, prenez un risque de pas. Vous avez compris le message. Prenez un risque si vous partez, restez à Montpellier. C'est un risque, vous savez, on a 6 repères dans son club, on connaît les joueurs, les coachs, etc., le système de jeu. Aller ailleurs, c'est forcément quelque chose de différent. Bien. Et il y a une question également pour vous, Fabien Barthez. On demande quel était l'attaquant que vous craigniez le plus à l'époque où vous étiez... Fabien Barthez ne craignait personne. Mais si, forcément. Il y a forcément un joueur où vous disiez, ah, lui, c'est compliqué de le contrer, comme un Zlatan Ibrahimovic, par exemple. Ouais. Non, moi, c'était... enfin, j'en ai eu, mais on va dire, ça a été Ronaldo à l'époque de Madrid, quand on les a joués avec Manchester. Ouais. Oui. Il était... Trop fort. Il était terrible. À Old Trafford un soir. J'ai ramassé. J'ai ramassé. C'était dur. Comme on dit, on est là pour ça, les gardiens, on est là pour en prendre. Non, bon. Après, les attaquants qui m'ont impressionné, ça a été Rudy Voller à l'époque de Marseille, qui venait d'être champion du monde. Je suis arrivé, j'avais 20 ans, donc vous débarquez avec un gars comme ça. Et Van Nistelrooy aussi. Ruud van Nistelrooy. Ouais. Mais il y en a eu pas mal. Un David Trezeguet, c'était du solide. Donc, sur 3 ballons, il en mettait 2 au fond. Et qui joue encore. Et qui joue encore, et j'ai vu encore qui marquait. Il est toujours actif, David. Il est formidable. Très bien, Il est aussi formidable que Dedo qui va vous parler maintenant des sorties cinéma. On est mercredi, c'est normal. Dedo fait son cinéma.
Alors, qu'est-ce qu'il a vu au cinéma? Il a vu plein de trucs, mais d'abord il aime bien dire bonjour aux gens. Donc bonjour, vu que j'arrive en plein milieu. Bonjour Fabien. Bonjour à tous les présidents, les champions GT. Quel plateau incroyable. Donc bonjour aux végétariens, aux bégonias, à tout le monde. J'espère que les téléspectateurs de Bein Sport vont bien. Bégonia. Même si très sincèrement. Et les plantes, on n'y pense pas? Si, regardez, moi je suis là. Ah oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Bref, cette semaine, je vais vous parler donc du film de chevet de tous les lanceurs de marteau. Je vais bien entendu parler de Thor 2, Le Monde des Ténèbres. On voit l'affiche et on va peut-être voir la bande-annonce dans peu de temps. Un film de donc Alan Taylor avec Chris Hemsworth, Anthony Hopkins et Nathalie Portman. Alors en gros, c'est quoi? Avant, le méchant, c'était Loki le frère de Thor. Maintenant, c'est un autre mec bizarre qui veut s'emparer d'un méga truc balèze qu'ils appellent l'Éther. Voilà, donc pour la faire courte, le seul truc positif de Thor, c'est que ça fait des points si t'es en galère au Scrabble. Vraiment, il y a que ça. Les protagonistes s'affrontent dans un combat sans merci pour acquérir l'Éther. L'Éther qui, comme chacun le sait, a la capacité d'endormir les gens. Et c'est bien vu de la part du réalisateur parce que c'est exactement ce que ça provoque sur le spectateur. Oh non, ah si, il c'est était pas bien le 1. Il était bien le 1. Ah oui, moi j'ai bien aimé. Tu peux partir. T'as bien aimé le 1? Oui, j'ai tu bien vas aimé. adorer le 2 alors. Mais bon, on a toujours cette désagréable impression dans le film qu'on regarde un épisode de Buffy. Ah, ben voilà, j'adore. Ouais, bon bah voilà, donc c'est cohérent sur tout ce que tu dis en fait. Buffy où les acteurs portent des costumes du Seigneur des Anneaux achetés une brocante, hein, ça fait un peu cet effet-là. On a demandé à un compositeur de pondre un thème valeureux épique, résultat, on a l'impression d'écouter la bande originale de Fort Boyard. Et pour mettre tout ça en valeur, il y a des gags à base de mecs à poil ou en slip. Parfait. Voilà, bon, toi, ça te branche, hein, forcément. En tout cas, pour l'amour de l'univers Marvel, s'il vous plaît, rematez-vous les Avengers. Là-dedans, on a la joie de voir Hulk défoncer ce viking pathos qui en plus a sa place plus en surfeur dans Point Break que dans le royaume d'Asgard. C'est mon avis et je le respecte. À part ça, j'ai découvert une bande-annonce qui me fait dire que Dieu existe. J'aimerais qu'on découvre ensemble, s'il vous plaît, le trailer de Sharknado. Ah, ça c'est génial. Voilà, juste des images et je vais parler dessus. Alors Sharknado, parce que c'est un film qui fait peur. Ils se sont dit, qu'est-ce qui fait peur? Des requins. Mais qu'est-ce qui fait plus peur que des requins? Par exemple, une tornade. Donc ils se sont dit, mettons des requins dans une tornade. Et c'est pas des conneries, c'est un vrai film. C'est extraordinaire. Ils sont obligés donc de les tuer avec des tronçonneuses parce que voilà, ça va. Donc ça découpe. Et c'est très important. J'aimerais qu'on décerne au mec qui a l'idée de cette histoire le prix Nobel de la paix. Parce que c'est génial. Et là, mieux, il va y avoir bientôt Avalanche Shark. On franchit un palier, c'est des requins qui tuent des skieurs en nageant dans la neige. J'aimerais qu'on offre l'Autriche aux scénaristes. Vraiment, ça me ferait plaisir. Au moins un suricate, un truc fort. C'est génial, il faut le voir. J'espère le chroniquer dès que je le verrai. Et pour finir, une grosse sortie DVD, Fast and Furious 6. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, voici un résumé de la saga. Okay. Attention les narcotrafiquants. Attention des stéroïdes dans les parties du corps de beaucoup de gens. Ouais. Et vive les garages. Voilà. Donc pour le 6, c'est toujours pareil, il y a du Vin Diesel, il y a des filles sur des capots. Sauf que, information intéressante pour le 7 qui est en préparation, ça sera James Wan, le réalisateur de The Conjuring, dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Voilà, qui est avant tout un spécialiste du film de genre d'ailleurs et de fantômes. Donc, avec un peu de peau, là il va tous les faire crever dans un accident de camion et va nous faire une histoire de revenant en galère d'essence. Ça sera tout de suite un peu plus marrant, je pense. Parce que là, moi, sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en ai marre de tous ces films de tuning. Il y a une espèce de genre là-dessus qui a déboulé. Et même en France, on y est droit, hein. Avec les taxis, on a dû se taper quand même 4 taxis. Il y a le 4 qui est passé il y a pas longtemps en télé. Vous avez vu Taxi 4? Non, la chance, vraiment. Pour moi, il y a 3 bonnes raisons pour pas aller voir Taxi 4. Taxi, Taxi 2, Taxi 3. Ce n'est pas possible. Donc déjà, quoi qu'il arrive, tous les Fast and Furious, passés, présents et futurs, si vous avez l'occasion de pas y aller, faites-le. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, bravo. Dedo pour cette chronique Bravo. cinéma. C'était bon ça. Ton film préféré, je glisse dans le tutoiement là. C'est Billy Elliot. Ouais, j'aime beaucoup Billy Elliot. Pas mal. Ça, c'est Pas mal, ouais, du pas bon. mal. Avec de la bonne musique anglaise aussi. J'ai pas tellement la fibre, on va dire. Danseuse, mais quand même. Non, on va dire cinéma, mais bon. C'est ça l'histoire. Ouais, j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce film. Oui, il est très bien. Du bon goût. Je valide, je valide. Du bon goût comme dans le quiz. C'est quoi ce piège? Alors, attention les amis. C'est pourtant Fabien. Attention les amis. Vous pouvez gagner aujourd'hui C'est quoi le tous les piège livres de Maud Altrad. Ah, moi je veux les gagner. Donc ce sera pour Fabien sûrement parce que je sens qu'il va gagner le quiz aujourd'hui. je veux Le vraiment- quiz. Le quiz Je quoi? ne vais pas vous donner une seule chance, messieurs. Non. Je vous préviens parce que je veux gagner les livres. On n'est pas bien. Je vis de battre un président et un champion Je du pense monde. qu'on n'est c'est pas sûr. bien, vous allez. C'est sûr, je Le vais quiz gagner. héros, comme Montpellier héros. Donc, D'accord. Et les quand réponses, il y a un héros dans toutes les réponses. Mais, peux- ça, tu- mais ça peut être juste un mot qui ressemble à héros vaguement. Voilà. Ok. Attention. Soyez briefés. Donc, Ça va les être- amis- ça va être nul dans tout ce qui est possible. Soyez briefés. Les amis, vous buzzez avant de répondre. Ok. Allez. Allez, gaz. Vous êtes prêts?
Il Si triche. Non, mais non, c'est une façon franchement. de participer. C'est l'équivalent du dopage de ce que tu viens de faire. Non, non, C'est la même il chose. se concentre, c'est tout, il se concentre. Si je vous dis allez, quelques petites cacahuètes, des olives, un petit pastis, c'est parce que c'est l'heure de L'apéro. 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 Faut... Oui, Ah il faut passer. il faut appuyer. Je pense que Fabien l'avait dit auparavant, donc on c'est dit quand même... Et par contre, vraiment, on ne dit pas cocoette, hein, ça c'est pas possible. Non, non, Cocoette, non, faut non, arrêter. je vais pas y aller. Il a dit- Donc, dit vu cocoette. que Fabien a répondu juste avant vous, c'est 1-0 pour... Les invités, on va dire, non? Oui, oui, c'est Mais c'est tout le temps 1-0 les pour vous invités. pour l'instant. Vous êtes riches, nous, on a Les rien. amis, là où les avions atterrissent ou décollent, Un aéroport. l'aéroport, un partout. Et ouais, je vous ai Ils dit, connaissent hein. la réponse. On voit Pas le- du tout. Ils Je connaissent cache pas tout. la réponse. Posez déjà vos doigts, on va aller très vite. Faut poser rapidement. Notre Premier ministre actuel, Héros. Héros. bien dit joué avant. Fabien, Ça, Jean-Marc ça, c'est pour nous, ça. Jean-Marc Ayrault. Pour l'instant encore. en tout cas. Complètement, ce jeu est truqué. Une chanson, mais qui c'est qui chante ça? Tina Turner. Tina Turner, président, bien joué. 3, effectivement. Par contre, le titre de la chanson. Et c'est la chanson que We don't need another hero. Oui, oui, c'est ce que se dit maintenant en ce moment même, Monsieur Hollande. We don't need another hero. Hein, on n'a pas besoin d'un autre héros. Film maintenant. Gérard Depardieu et Marie Guillain. Héros. Mon père, c'est héros. Mon père, c'est héros. Ouais. Mon père, c'est héros, c'est Dedo. Fabien, il dit héros à tous les. Fabien, il dit héros, il dit ça va Il dit glisser, ça à va un moment, passer, ça va passe. passer. Alors Fabien, célèbre acteur français, si je vous dis La Cage aux Folles. Ah, Serrault. Oui, Serrault, Michel ouais. Serrault, bien joué, 4-2 pour Moi, vous. j'avais Tognazzi. Acteur américain Non, maintenant. fais pas... c'est ton métier. Oh là là. Pas le... C'est petit, On le ça. laisse. Moi, j'ai pas mon permis, je suis sûr que je te plante. Acteur américain dans Taxi Driver ou Raging Bull. Robert De Robert Niro. De Niro. à deux. Robert De Niro, 4-3 maintenant. Chanson, qui chante ça? Daniel Eros Balavoine. Ramazzotti. Daniel Balavoine, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, pardon. Non, mais en fait, oui, Ah, bah, Daniel attention, Balavoine, c'est je pas ne suis pas un Lavoine. héros. Eros Ramazzotti. Et Bah, quel est le héros, titre ouais. de cette chanson, Fabien? Ah ouais, mais... Mais je l'ai, moi. Hein. Mais oui, mais là, il veut pas. Là, non, Mais mais vas-y. Je ne suis pas un héros. Ouais. Eh oui. tu l'as laissé partir. Allez, ouais, c'est pas Bon, grave. 4 partout. Personnage de dessin animé maintenant. Petit poussin noir qui dit c'est vraiment trop injuste. Oui. Non, mais, non, mais c'est le jeu. non, ok, quel numéro, Sois pas alors? gentil. Quel numéro? Je le saurais pas. Ok. Quel numéro 5 à 4. Attention les amis, il faut les rattraper là. L'œuvre le plus célèbre de Ravel. Oui. Boléro. Oui. 6 à 4. On le regarde, on l'écoute tous les matins pour savoir si ça va être une bonne journée ou pas. Météo. Mais c'est pas ça. C'est ça, c'est la météo. Météo. Météo, oui, ça marche aussi. Mais Allez, pas honte, 5. hein, malheureusement, c'est ça. Mais pas aussi, honte. si on est Sagittaire, Gémeaux, c'est Ah, le... oui. Horoscope. Horoscope. L'héroscope, oui Marie. Ouais, mais bon. Non, moi, L'héroscope. Moi, je valide pas Ça ça. devient n'importe quoi, Fabien. On peut Ouais, te on est retirer d'accord. des points, C'est toi, difficile, juste à toi. On est Marie. d'accord. Des points de vie. On peut te retirer des points de vie quand tu fais ce genre de choses. Comme dans un jeu vidéo. Moi, je pense qu'ils sont entraînés. L'héroscope, 7 à 5. 7 à Moi, 5. l'expérience. Encore une chanson, mais c'est qui? Eros Ramazzotti. Ouais. Mais non, c'est pas lui, Non, putain. c'est pas ça. Ah non. Trouve. C'est qui? C'est sucre en italien. Je vous donne un indice. Ouais, Zucchero. Zucchero. Zucchero, bien joué. Toi, arrête de vouloir placer 7 à 6. toutes les phrases. Vous revenez dans la course, il reste 3 questions. Célèbre personnage de rugby avec une grande barbe, bandana rouge. Spanghero. Spanghero, ça aurait pu Herrero. être, je vous donne. Et Herrero, c'est encore un point. Herrero, ouais. Vous êtes passé devant à 8 à 7 maintenant avec cette double réponse. 6 points, donne je des vous points. donne 7 Un points. animal noir et blanc, aussi le surnom de Bernard Hinault. Le blaireau, bien joué, Fabien. 9 à 7. blaireau. Dernière question, c'est une voiture, un célèbre modèle de Porsche. On a gagné déjà, non? Ah oui, d'accord. Bah, ça y est, alors c'est pour La perdu Porsche donc. Carrera. Oui, vous avez gagné. Carrero. Carrero, président, bien joué. Vous avez gagné le quiz héros. Là, on vient de voir en dessous de table. Il a Et dit donc, on a gagné. c'est pour Fabien. Bonne lecture, Fabien. Bien sûr. Happy birthday, ladies and La gentlemen. Carrero, Juste c'est le temps de dire happy birthday à quelques amis. Oui. Ils sont où? Ils sont là. Michel Bouquet. nulle part. Allez, Il a pas Michel d'amis, Bouquet, d'arrêt, Florent il a Pagny. aucun ami. Allez, vite, vite, vite. Hervé Matou, happy birthday, my friend. Happy birthday, Ethan Hawke. Et happy birthday à Laura Flessel, le grand champion. Évidemment, rendez-vous donc ce soir, Ligue des Champions, dès 19h, avec Alexandre Ruiz, Patrick Vieira et Jean-Pierre Papin. Demain, Philippe Auclair pour venir parler de sa biographie d'Eric Cantona. Cantona, c'est Cantona. Merci, Président, d'être venu nous voir. Merci. Vive Merci à Montpellier Héros Rugby Club. Fabien Barthez, Merci à vous. champion. C'était Très super content de sympa. vous On revoir. aura Merci. fait de voiture. Il est champion. Revenez quand vous voulez pour faire le quiz lunchtime. Merci les amis. Bonne soirée Merci, à vous. bonne journée. Bye Au bye. revoir.
kiss me.